panorama un peu des problèmes du comportement alimentaire, et surtout on voit bien à travers ta conférence la complexité du problème et tous les phénomènes de régulation, de signalisation, les phénomènes moléculaires qui interviennent, et on voit bien que là on est face à un champ de recherche particulièrement passionnant et surtout très complexe. Alors, avant de donner la parole à la salle, moi je souhaiterais te poser une question un peu d'ordre, si tu veux, un peu général, notamment par rapport à ces troubles qu'on dit complexes en psychiatrie, c'est-à-dire où on voit des facteurs multiples intervenir dans la physiopathologie. Mais également d'autres affections comme le syndrome d'hyperactivité déficit de l'attention, les troubles envahissants du développement, où on voit ces troubles augmenter de manière extrêmement importante sur le plan de la prévalence, et les troubles du comportement alimentaire également. Alors, la question que je souhaiterais te poser, est-ce que justement on voit la prévalence de ces troubles augmenter, est-ce que c'est en raison de critères diagnostiques qui bougent, et donc les frontières et les limites de ces troubles se déplacent et automatiquement les prévalences se changent, ou alors parce qu'il y a une modification de l'environnement qui fait que notre cerveau réagit de plus en plus, de manière, je dirais, anormale à ces modifications environnementales. Et donc la deuxième question, donc, par rapport à celle-ci, et qui, c'est des deux questions qui se rejoignent, par rapport justement à ces nouvelles données sur le microbiote, est-ce qu'on peut considérer le microbiote comme un facteur environnemental? Je pense que oui. Mais en même temps, est-ce que ces modifications de prévalence ne peuvent pas être expliquées également par des modifications du microbiote? Est-ce qu'on peut envisager qu'il y a des évolutions comme ça de cet environnement bactérien au niveau intestinal qui pourraient expliquer également donc les modifications de prévalence? Voilà. Écoute, merci pour la double question. Je pense que sur le premier aspect, évolution de prévalence, bon, je connais pas très bien les études sur la prévalence du TDAH. Je pense aussi que c'est des cadres nosologiques relativement nouveaux, qui sont encore plus ou moins d'ailleurs définis à leurs limites. Bon, pour les TCA, j'ai montré l'étude australienne parce que je crois qu'elle est vraiment caricaturale. Hein. Elle a été faite avec exactement la même méthodologie à 10 ans de distance, et c'est extrêmement robuste, quoi. C'est un doublement de la prévalence dans la population générale australienne, qui est un bon exemple de junk food, de vie stressée, de grand n'importe quoi sur le plan alimentaire, hein, c'est clair. Et donc, en France, on manque de recul parce qu'il y a 15 ans, personne n'a fait d'études de prévalence. La seule étude qu'on ait, c'est l'étude de Preti, qui date du début des années 2000, publiée en 2009. Il faudrait peut-être refaire avec la même méthode pour voir où on en est, mais je pense que tous les collègues qui sont dans le TCA, si je puis dire, sont débordés de partout parce qu'on voit bien que ça augmente réellement, et je ne pense pas que ce soit uniquement un effet détection. Et après, le lien avec les autres syndromes que tu as évoqués, moi je pense que on a quand même souvent des chevauchements nosologiques. Hein. On a pas mal de patients TCA qui sont aussi très anxieux, très dépressifs évidemment, qui sont parfois polyaddicts, qui ont parfois une hyperactivité pathologique. Enfin, on a, je dirais, des chevauchements nosologiques. On a également un chevauchement nosologique très impressionnant avec les troubles fonctionnels digestifs. Hein. C'est aussi les patients qui sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau, qui sont stressés, qui ont mal au ventre, qui ont du mal à manger, qui sont anxieux, dépressifs, etc. Donc voilà, je crois qu'il y a réellement une augmentation. Alors après, quelle est la part, je dirais, des facteurs? Bon, les gènes, a priori, n'ont quand même pas beaucoup changé en 15-20 ans. Par contre, l'épigénétique, on le sait maintenant, peut évoluer assez vite. Et parmi les facteurs, je dirais, qui modulent l'épigénétique, il y a avant tout les facteurs environnementaux, comme l'alimentation, comme certains xénobiotiques, voilà, par exemple. Hein, et là, on a maintenant, pour terminer sur le dernier volet de ta question, énormément d'arguments assez directs pour montrer que le microbiote est très sensible à l'alimentation. C'est quelque chose qui évolue, et quand on met des rats ou des volontaires sains à des régimes hyper riches, ils modifient leur microbiote et ils développent un profil de microbiote qui ressemble à celui des obèses. Des patients très dénutris, que ce soit des enfants du Malawi
ou quelques patientes de Garches, puisque Mouna travaille là-dessus, ont un microbiote qui, sur le plan de la métagénomique, est très différent des normaux. Hein. Ils ont une perte de diversité bactérienne, il y a des déséquilibres dans les différents phyla, et qui se corrigent partiellement, ça a été montré par un papier de l'équipe de Cynthia Bulik, qui se corrige partiellement avec la renutrition, et donc on peut penser qu'il y a vraiment une interaction permanente dans les deux sens entre l'état nutritionnel, je dirais le bien-être et l'équilibre du microbiote, et inversement les déséquilibres du microbiote qui peuvent conditionner des comportements. Merci Pierre pour ta réponse. Alors, les techniciens me disent que si tu peux mettre ton plan, alors je ne sais pas de quel plan il s'agit, en plein écran. C'est-à-dire ton plan à toi. Ah oui, voilà. Mon Parce plan que, à apparemment moi. c'est inversé. Là, moi je suis en plein écran là. Hein. Tu te vois en plein écran. Ah moi non, mais ma diapo oui. Ok. Alors, une question dans la salle? Oui. Alors, pour qu'ils vous entendent, il faut vous rapprocher d'un micro. c'est mieux. Oui. Ou alors vous venez à la tribune poser votre question. Et voilà. Tu vois, là, je remets la ce pub. que tu as dans ton écran, c'est la salle. Tu vois quoi exactement? Moi, je vois le docteur Taleb d'accord. en plein écran. Écoute, de temps en temps, j'ai la salle. Je suis photogénique. Mais bon, je Très pense photogénique. Oui, voilà. Ici, un micro. Mais j'ai eu la salle à différents moments, donc c'est très bien. Il y a une bonne alternance des deux. Une seule. Bonjour professeur, merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce que ces bactéries sont telles qui font de l'intestin un deuxième cerveau ou participent juste avec les ganglions intestinaux pour faire de lui un deuxième cerveau? Merci. C'est un peu les deux, si vous voulez. La notion d'intestin deuxième cerveau remonte à une vingtaine d'années, plus sur l'aspect gastro, motricité intestinale, etc. Parce que la paroi intestinale est bourrée de neurones, hein, et on sait aussi qu'elle est bourrée de cellules immunitaires et que le microbiote comprend 10 à 100 fois plus de cellules que le reste de l'organisme. Hein. Donc il y a toute une interaction, un dialogue, un crosstalk, comme on dit en anglais, permanent entre les bactéries en tant qu'agents de signalisation, je dirais le système neuro-endocrinien digestif et le système neuronal proprement dit. Donc c'est un peu la synthèse de tout ça qui fait le charme et la complexité du concept. Bien, merci beaucoup. Une autre réponse, mais il faudrait que tu viennes jusqu'au micro parce que sinon Pierre ne pourra pas t'entendre. Bonjour professeur, je suis le docteur Boudaoud, psychiatre privé. Enchanté. Oui, j'avais entendu parler d'une piste d'un monopeptide acétate qui aurait une action éventuellement sur l'obésité, même le diabète. Ça, c'est ma première question. J'aimerais savoir comment ça se passe. Et puis, on avait parlé même d'une greffe fécale. Sur le plan pratique, comment ça devrait se faire. Alors, donc le premier point de votre question se réfère aux acides gras à chaîne courte, hein, l'acétate, butyrate, propionate, et c'est vrai que donc ces acides gras à chaîne courte qui sont produits par la fermentation colique ont un rôle régulateur bien établi dans le métabolisme énergétique et on pense que c'est en partie par le biais de ces acides gras à chaîne courte que les régimes riches en fibres ont un effet plutôt protecteur sur le risque d'obésité, de diabète, de syndrome métabolique, d'insulinorésistance. Le deuxième point, par rapport à la transplantation fécale, alors c'est quelque chose effectivement qui se développe, enfin le concept est très tendance. Pour l'instant, les indications validées, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, c'est les colites à Clostridium difficile récidivantes, mais c'est maintenant un consensus international et donc petit à petit les différents hôpitaux s'organisent pour pouvoir en faire de façon ciblée. Mais le champ d'application, bien sûr, fait un peu rêver ou fantasmer ou fait peur, je ne sais pas, mais on pourrait tout à fait imaginer que dans des pathologies, par exemple,
le spectre autistique. Bon, il y a actuellement toute une littérature qui suggère qu'il y a des facteurs d'origine microbiotique, immunologique dans les pathologies du spectre autistique, ce qui est un petit peu, je dirais, bousculant par rapport aux conceptions qu'on a pu avoir de cette maladie jusqu'à il y a encore quelques années. Et donc, voilà, il y a des expériences sur des modèles animaux dans les troubles anxieux, dépressifs et de type, mimant l'autisme, qui montre que quand on module fortement le microbiote, on améliore l'anxiété, la dépression et le comportement globalement. Donc voilà, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi dans tous les sens, hein. Il faut y aller étape par étape, mais je n'exclus pas que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, on traite des boulimies sévères réfractaires chez qui tout a échoué par une transplantation fécale. Alors bon, je le dis avec la prudence qui convient, mais je pense qu'il faut être ouvert à ce genre d'évolution. Bien, merci beaucoup Pierre, je pense que le débat est très passionnant, mais il faut qu'on avance. Donc, on avance. Oui, c'est ça. Donc, tu passes directement à ta deuxième conférence, qui est le dépistage des troubles alimentaires en médecine générale. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai élargi un petit peu santé primaire, mais c'est un peu la même idée, puisque le médecin généraliste est quand même l'acteur principal de santé primaire, mais c'est un peu la même problématique en santé scolaire, dans des centres de prévention ou autres. Voilà. Alors, le constat, je vais partir de quelques constats et puis m'attarder un peu sur l'intérêt du questionnaire de dépistage SCOF. Et après, sur la base d'une ou deux thèses qu'on a réalisées récemment de médecine générale, justement, voir un peu comment on peut peut-être trouver des pistes pour aider le généraliste à avoir une approche diagnostique plus pertinente, et puis quelques conseils de première ligne. Ça fait partie des objectifs aussi de la DAS-CCA que de monter justement des modules de formation. Alors, je crois qu'un des principaux freins au diagnostic des TCA en médecine générale, c'est que finalement, beaucoup de médecins qui ont fait leurs études il y a 20 ou 30 ans n'ont jamais appris ce que sont les TCA, parce que ça s'enseignait pas. Et puis, beaucoup sont restés sur l'idée, TCA c'est égal anorexie mentale, donc c'est la jeune fille de 15 ans. Et du coup, dans les autres situations, chez les hommes et puis chez les plus âgés, on n'y pense pas tout simplement. Et cette vigilance faible est dommageable, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a 10 fois plus de TCA chez l'adulte que chez l'adolescent. On est adolescent pendant 5 ans, on est adulte pendant 50 ans, ou 40 au moins. Et vu la durée d'évolution, on a beaucoup plus de chances d'en trouver dans la population adulte. Mais comme il y a une méconnaissance de ce fait des TCA de l'adulte et des autres types de TCA que l'anorexie mentale, je dirais caricaturale, on passe à côté très facilement. Les formes typiques, comme dans les livres caricaturales avec l'IMC à 13 dans l'anorexie mentale, on peut pas passer à côté théoriquement. Elles sont rares finalement dans la pratique médicale courante, et d'autant plus que ces patientes sont bien connues pour leur faible recours aux soins et qu'il n'est pas évident parfois de les amener à consulter. Alors que les formes atypiques, subsyndromiques, intermédiaires, etc., c'est les plus fréquentes, mais en général, quand les patients consultent, ils consultent pas pour ça, ils consultent pour autre chose. Et donc, et puis le dernier facteur, je pense, de frein au dépistage, c'est, dans certains cas, on le sait bien, il peut y avoir un certain déni de la maladie, il y a surtout énormément de culpabilité, de honte, de mésestime de soi et de difficulté à en parler. Et donc, la patiente boulimique, vomisseuse, qui fait 2 crises par jour, mariée, mère de famille, parfois même son mari ne le sait pas, et elle va avoir beaucoup de mal à en parler si on ne lui tend pas des perches et si on n'est pas en éveil à partir de quelques symptômes. Et nous avions fait donc 2 thèses là récemment qui ont illustré un petit peu ça. Julien Micklin avait interrogé une centaine de médecins généralistes sur comment vous vous sentez à l'aise ou pas vis-à-vis des TCA. Ils n'étaient pas à l'aise du tout globalement, et les principaux facteurs qui ressortaient, c'est j'ai pas le temps, j'y connais rien, je manque d'outils pour le dépistage, et puis de toute façon, y a rien à faire, donc c'est des maladies chroniques, donc ça sert à quoi que je dépiste, puisque je saurais pas où les envoyer pour se faire soigner. Et puis un point qui ressortait aussi, c'est la méconnaissance de l'hyperphagie, alors que c'est le TCA le plus fréquent. Même le mot, il y a 10 ans, on ne le prononçait pas en France, on ne connaissait pas ce terme d'hyperphagie, on disait le binge eating disorder, c'est pour les Américains, chez nous on n'a pas de ces choses-là.
Et donc, Najat Achamra, qui est chef de clinique dans le service, avait, à l'occasion de sa thèse, qui était plutôt sur les déficits en micronutriments, a repris plusieurs centaines de dossiers et a constaté à quel point il y avait un retard au diagnostic. Le délai moyen entre le début des symptômes et la première consultation spécialisée était de 5 ans dans l'anorexie mentale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire, il n'y a qu'à faire des questionnaires. Alors, des questionnaires, c'est pas ça qui manque, il y en a beaucoup. Dans la littérature. Alors au fil des années, il y a eu des questionnaires basés sur le DSM-3, sur le DSM-4. Voilà. En gros, tous ces questionnaires sont tout à fait intéressants, notamment pour la recherche, mais ils sont totalement inutilisables en pratique courante, en médecine générale, parce qu'ils sont très longs. Ils prennent beaucoup de temps. Ils sont pas possibles à analyser en quelques secondes, et donc c'est pas du tout adapté à la santé primaire. C'est ce constat qu'avait fait Morgan en 99. C'est un psychiatre anglais qui était conscient du problème en médecine générale en Angleterre et qui donc s'est dit il nous faut un petit truc facile et rapide qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait pour l'alcool. Vous savez, le questionnaire CAGE, qu'on appelle DETA en français, 4 questions, réponse, crac. Et donc, il a développé ce questionnaire SCOFF, qui est l'acronyme de Sick Control 1 Pound Fat Food. Donc, ça fait allusion, je vais vous montrer la traduction française après, au fait de se faire vomir, la perte de contrôle, etc. Et il l'a validé comme étant un très bon test de dépistage de l'existence d'un TCA. Et dans la version originelle, le SCOFF dépiste les TCA typiques selon le DSM-3 puis 4, donc l'anorexie mentale vraiment stricto sensu et la boulimie avec les critères d'avant. Donc ce questionnaire a été traduit dans différentes langues et vous avez sur ce tableau un certain nombre d'études montrant que globalement la spécificité, la sensibilité est bonne, on est en moyenne entre 85 et 90%. La spécificité est tout à fait convenable. Alors, il y a un peu de faux positifs, comme toujours, mais dans un dépistage, il vaut parfois mieux avoir un peu plus de faux positifs et rectifier des diagnostics à tort que d'avoir une mauvaise sensibilité et de passer à côté. Alors, nous nous sommes mis sur la fin des années 2000-2010, donc à vouloir vraiment travailler sur ce questionnaire. Donc, on a repris une version française qu'on a améliorée un peu et on a surtout voulu la valider de façon stricte. Et ça a fait l'objet donc de cette publication dans le World Journal en 2010. Et voici les 5 questions du SCOFF dans sa version francophone. Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une sensation de trop-plein? Êtes-vous inquiet d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez? Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de 3 mois? Alors ça, c'est 6 kilos, c'est one stone, c'est la traduction un peu littérale de l'anglais. Vous trouvez-vous gros ou grosse alors même que les autres disent que vous êtes trop mince? Et diriez-vous que la nourriture domine votre vie? Vous voyez bien que ces questions évoquent assez fortement les symptômes cardinaux de l'anorexie et ou de la boulimie. Et donc avec 2 réponses positives, c'est comme ça que Morgan avait validé le SCOFF en anglais, on le retrouve en français avec 2 réponses positives. On est quasiment sûr qu'il y a un TCA typique. On l'a validé donc dans 2 études, une étude qui a été faite sur une population d'étudiantes de médecine préventive, avec comme gold standard le questionnaire de mini-interview des TCA selon le DSM-4. Et puis on l'a confirmé également que c'était un questionnaire qui était valide sur une population clinique cette fois-ci, puisque le repérage par le SCOFF est très robuste par rapport au diagnostic formel fait en consultation spécialisée chez des patientes consultants pour TCA. Donc voilà le tableau avec 2 réponses positives. Vous voyez qu'on a 92% de sensibilité, à peu près pareil de spécificité, donc c'est un très bon compromis. Alors, évidemment, si on veut 4 réponses positives, là on fait du 100% de spécificité, mais on perd énormément en sensibilité. Si on prend une seule réponse positive, on a une super sensibilité, mais on perd de spécificité. Donc on va faire un peu plus de faux positifs, donc il faut le prendre en compte, mais peut-être que ratisser un peu large avec une seule réponse positive est une bonne façon de récupérer des TCA vraiment infracliniques, subsyndromiques. Donc nous avons également développé des collaborations avec différentes équipes pour appliquer ce questionnaire. Alors là, on a utilisé la version anglaise parce que c'était au Liban, donc avec Antoine Aoun, et c'est le chiffre que je mentionnais tout à l'heure. On a donc 31% de SCOFF positifs à 2 réponses dans la population des étudiants en santé à Beyrouth, et
ce papier montrait que malheureusement le fait d'avoir vécu la guerre de 2006 au Liban était un facteur de risque tout à fait significatif, augmentant le risque de développer un TCA quelques années après. Donc on retrouve l'élément stress. Ah, j'ai perdu votre image. Vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Non, mais on continue de t'entendre, effectivement, pas de souci. Bah vous m'entendez, c'est le principal. Je vous ai retrouvé. On te voit et on t'entend. C'est le principal. Donc, Antoine Aoun, dans un deuxième papier, a validé la version en arabe du SCOF. Donc je pense que ça peut aussi vous intéresser. Alors je suis incapable de vous la prononcer, je suis désolé, mais je sais que ça doit être les questions 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là. Et donc il a travaillé sur en soins primaires, donc en tant que spécialiste des TCA, parce qu'il a été formé chez nous, en aveugle entre le résultat du Arabic SCOF et de son diagnostic selon le mini DSM-4. Et donc on retrouve dans cette version en arabe la même sensibilité, spécificité à peu près aux alentours de 70-80%, avec 2 réponses positives. Donc c'est peut-être un outil qui peut être intéressant aussi dans différents pays du pourtour méditerranéen. On a continué à travailler sur notre population étudiante. Là, on a refait une étude toute récente en 2015 sur près de 3500 étudiants. C'est relativement robuste depuis 10 ans. On reste à environ 20% de SCOF positifs, avec un peu plus chez les filles. Il y a 3 fois plus chez les filles que chez les garçons. Le rôle du stress, le rôle de la dépression, le facteur aussi, le lien très fort avec la cyberaddiction. On a actuellement des jeunes qui nous font à la fois le TCA, l'addiction au mobile ou à Internet, les achats compulsifs, etc. Et nous avons travaillé aussi en médecine générale, et donc c'est notre 3e enquête de prévalence en médecine générale. La première était un peu rustique, c'était que du déclaratif. La deuxième utilisait déjà le SCOF, et voici la 3e qui vient d'être faite sur près de 1000 patients au cabinet du généraliste, âge moyen 50 ans. On retrouve donc une forte prévalence de l'obésité dans notre région. Ça, malheureusement, on est une des régions les plus touchées dans le nord-ouest de la France. L'obésité, 20% des femmes, 25% des hommes. Vous voyez que les hommes sont plus touchés par l'obésité et le surpoids que les femmes, mais malheureusement, ils consultent moins que les femmes, donc on s'occupe moins d'eux. Et puis, quand on regarde les TCA, on a donc 14% de SCOF positif à 2 réponses ou plus, donc très robuste comme certitude de diagnostic. Un peu plus chez les femmes, 15%, que chez les hommes, 11%. Et là, malheureusement, on n'a pas le détail des diagnostics précis. Et ce qui est comme attendu, on a une proportion de SCOF qui diminue avec l'âge. Vous voyez qu'on est vraiment dans les 20%, comme chez les étudiantes, jusqu'à 40 ans à peu près. Et ça baisse beaucoup après 60 ans, mais il y en a encore. Et ce qui est malheureusement assez attendu et qui se confirme dans cette étude, c'est que entre ce que le médecin pensait connaître de TCA chez son patient et ce qui a été repéré par le SCOF, il y a un facteur 4. Seul un patient sur 4 qui a un SCOF positif était connu pour TCA par son généraliste. Ça montre bien qu'il y a une marge de manœuvre tout à fait réelle qui permettrait de rattraper 3 TCA sur 4. Alors, quand est-ce qu'il faut le faire? On ne va pas le faire forcément à quelqu'un qui vient simplement parce qu'il a une angine, sinon on n'y arriverait jamais. Donc probablement, il y a un certain nombre de populations à risque. Clairement, en gros, toute jeune femme qui consulte son généraliste pour une raison X ou Y, vu la prévalence, il faudrait se poser quelques questions. Après, il y a des populations à risque bien connues, mannequins, danseurs, sportifs, etc. Toutes les pathologies qui impliquent des régimes, en particulier le diabète de type 1, est un très gros pourvoyeur de TCA, à la fois parce qu'il y a des régimes restrictifs et aussi parce que probablement d'un point de vue épidémiologique et physiopathologique, il peut y avoir des parentés. Les antécédents familiaux, bien sûr, sont un facteur de risque. La pratique de régime, les antécédents de traumatisme, abus physiques, abus sexuels, la faible estime de soi, et puis ce qui devrait mettre en éveil le généraliste, c'est la préoccupation sur le poids, sur l'image corporelle. Quelqu'un qui, au décours d'une plainte fonctionnelle XY, dit, puis de toute façon, mon poids ceci, mon poids cela, ça devrait attirer l'œil. Les symptômes
pour lesquels on essaie de travailler actuellement avec un groupe de généralistes pour justement vérifier que ça les aide à faire le diagnostic, c'est en gros voilà, la plainte fonctionnelle multiple. Hein, c'est le malaise, les nausées, fatigué, insomnie, plainte digestive. Donc il y a énormément de troubles fonctionnels digestifs qui sont la porte d'entrée vers le diagnostic de TCA et qui sont trop souvent méconnus. Les douleurs, il y a des comorbidités TCA, fibromyalgie tout à fait frappantes. Les variations de poids récentes ou répétées, c'est ça qui doit nous mettre la puce à l'oreille, hein, et puis sur la peur de reprendre ou de perdre le contrôle. La dysmorphophobie, elle est rarement exprimée aussi clairement par le patient. Il faut poser des questions. Comment vous vous sentez dans votre corps? Comment vous vous sentez dans votre image corporelle? Et puis, c'est évidemment, lorsqu'il y a des troubles psychologiques, psychiatriques déjà avérés, on sait qu'il y a plus de risques d'avoir un TCA derrière. Les signes d'appel d'examen sont pauvres en général, hein, c'est simplement un IMC bas ou élevé, mais entre les deux, la boulimie, on passe facilement à côté. Et puis les petits signes d'appel cliniques classiques, les lésions dentaires, les atteintes des cheveux, le phénomène de Raynaud, ça c'est probablement un bon point d'appel. Tout ça, ça n'est pas toujours présent. Et donc, on a fait un petit mode d'emploi pour nos généralistes, pour leur expliquer comment passer le SCOF. Alors, évidemment, on va pas asséner les 5 questions de but en blanc. Bonjour madame, asseyez-vous, répondez à mes 5 questions. Hein, c'est pas très bon pour la relation médecin-malade, mais on va glisser les questions au fil de l'interrogatoire, de la consultation. Éventuellement moduler un peu l'intitulé, ça fonctionne quand même assez bien, même si c'est pas exactement les mots précis. Et puis, l'ordre des questions, ça change pas grand-chose. On fait comme ça vient dans la discussion. Et on a commencé à travailler sur l'étape d'après. Là, je vais faire un petit peu de teasing parce que ça sera présenté le 19 mai aux Journées de Rouen. On a commencé à passer d'un test de dépistage à un test d'orientation diagnostique. Pour l'instant, ça dit simplement TCA probable, oui, non. Et si vous regardez les questions et que vous combinez un IMC bas et des réponses, par exemple, aux questions 3 et 4, perte de poids et se sentir grosse, ou perte de poids et la nourriture domine ma vie, vous allez peut-être vous poser la question de l'anorexie. Si vous avez un IMC élevé et des réponses aux questions 2, perte de contrôle, et 5, obsession sur le poids, etc., pareil, si vous avez la question 1 qui est très orientante sur les purges, les vomissements, soit l'anorexie mixte, soit la boulimie, et que vous avez un IMC proche de la normale, vous allez aller plutôt vers la boulimie. Bref, nous venons de développer un algorithme d'aide au diagnostic basé sur les réponses du SCOF et l'IMC, qui est en cours de publication et qui, on espère pouvoir mettre à disposition largement dans les prochains mois sous forme d'une application online. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le généraliste? La première chose qu'il peut faire, c'est y penser et se dire que c'est pas des trucs rares pour les psychiatres, c'est dans tous les jours au cabinet du généraliste, donc probablement 10 à 15% des patients qui viennent pour une raison XY qui sont confrontés à un TCA plus ou moins syndromique. Donc surveiller les comorbidités, participer au suivi de proximité et puis savoir orienter en fonction des signes de gravité, accompagner le patient et son entourage. Ça, c'est déjà des choses importantes que peut faire le généraliste. On peut lui, bien sûr, faire connaître les signes de gravité imposant l'hospitalisation dans l'anorexie mentale. Ils ont été bien définis par la Haute Autorité de Santé il y a quelques années. Voilà, c'est en gros beaucoup de bon sens clinique, hein, l'épuisement physique, les IMC très bas, des critères de gravité cardiovasculaire, hématologique, l'hypokaliémie, etc. Donc, en conclusion sur ce petit topo, je pense que les patients atteints de TCA, ils sont souvent au cabinet du médecin généraliste, mais ils viennent pour autre chose. Ils viennent pas, docteur, j'ai de la boulimie, aidez-moi. Enfin, c'est rare. Le tableau est souvent atypique, il est souvent masqué par différents symptômes, et donc c'est vraiment une question de vigilance parce que c'est une population à risque et parce qu'il y a des plaintes fonctionnelles plus ou moins évocatrices. Et donc il ne faut pas hésiter à aller au-devant et en posant, quand on a pris l'habitude, faire un SCOF dans la consultation, ça prend 1 minute et demie, hein, tout au plus. Sur mes notes, je mets SCOFF de haut en bas en marge de mon petit texte, je fais plus-moins au fil de la conversation, et en bout de 10 minutes d'entretien, on a déjà fortement son idée. Et puis donc expliquer que c'est une maladie, que ça se traite, que c'est pas la fin du monde, qu'il faut évaluer, orienter, soutenir. Et donc là, le médecin généraliste a un rôle tout à fait important.
Voilà, je remets peut-être les 5 questions pour le temps de la discussion.